maintenant je vais donner quelques exemples de groupes. Alors, quelques exemples. Par exemple, le groupe des racines nième de l'unité. Ça veut dire le groupe tel que, quel que soit A, appartient au groupe A à la puissance n égale à l'identité. Alors, ce groupe-là, c'est un groupe cyclique d'ordre n. Par exemple, pour n égale à 3, ce groupe-là, il est 1, E, I 2pi sur 3, EI 4pi sur 3. Alors, 1 est l'élément neutre du groupe, ou l'identité. Donc, ce groupe-là peut être généré par cet élément EI 2pi sur 3, EI 2 plus 3 au carré, ça me donne EI 4pi sur 3, et au cube, ça me donne l'identité. Donc, un autre exemple de groupe, par exemple, l'ensemble des vecteurs de l'espace 3D, donc muni de l'addition vectorielle, l'addition de vecteurs forme un groupe. Donc, quel que soit UV appartient au groupe, U plus V appartient au groupe, est un vecteur. Okay? Donc, l'élément neutre du vecteur, l'élément neutre de ce groupe, c'est le vecteur 0. Et l'inverse d'un élément, c'est moins le vecteur. Okay? Donc l'inverse d'un élément U, par exemple, c'est moins U. Donc U plus moins U égale à 0. Okay? Donc ce groupe-là, c'est un groupe abélien, parce que l'addition, alors bien sûr l'addition est associative aussi. Donc ce groupe-là, c'est un groupe abélien, parce que l'addition est commutative. C'est un groupe infini, parce qu'il contient un nombre infini de vecteurs, et continu parce que les vecteurs sont continus, peuvent avoir une valeur quelconque. Alors, question, si je considère l'ensemble des nombres naturels, c'est-à-dire des nombres entiers, est-ce que cet ensemble forme un groupe si je considère la multiplication comme loi? La réponse, c'est non, bien sûr. Alors pourquoi? Parce que l'inverse d'un entier n'est pas nécessairement un entier, c'est pas un entier, à l'excepté de 1. Okay. Par contre, si je considère l'addition comme loi, alors là, ça devient un groupe, parce que l'élément neutre est 0 dans ce cas, et l'inverse, c'est moins A, l'addition est associative, et donc c'est un groupe qui est infini, mais c'est un groupe discret, parce que on a des nombres ici entiers signés, donc des nombres qui vont être discrets. Alors, par contre, si je considère l'ensemble des nombres réels avec la multiplication, alors de ce point de vue-là, ça forme un groupe. Dans ce cas-là, donc l'élément neutre c'est le 1 et l'inverse d'un élément A c'est 1 sur A. Okay? Donc dans ce groupe-là, c'est un groupe infini, mais un groupe continu. Alors, l'ensemble des permutations de n objets forme un groupe qu'on va noter Sn, dont l'ordre est égal à n factoriel. Une permutation, on va le noter 1, 2, etc. jusqu'à n, la permutation de n objets, K1, K2, Kn, où K1, K2, Kn sont en fait des nombres entre 1 et n. Cette notation-là, ça veut dire que j'ai effectué une permutation, j'ai mis l'élément K1 en position 1. Par exemple, ici, pour n égale 5, une possible permutation pour n égale 5, est la suivante. Alors, ici, ce que ça veut dire, c'est que, donc, cette permutation consiste à mettre l'objet 2 en première position, l'objet 4 en deuxième position, l'objet 1 en troisième position, etc. L'objet 3 en quatrième position, etc. Alors, si je veux l'inverse de cette permutation-là, l'inverse de cette permutation consiste à arranger les choses d'une manière inverse, de façon à ce que
si je fais agir sur cette permutation-là l'inverse de P1, je vais retomber sur la configuration initiale 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Donc, une façon facile de calculer l'inverse d'une permutation, c'est en fait d'invertir les lignes ici. Donc, je vais mettre la deuxième ligne en première position. Et puis, je vais ordonner, en fait, les éléments. Et ici, 1, 3 va venir ici, ordonner les colonnes. Okay. 1, 3 va venir ici. Le 2, 1 va venir en position 2. Le 3, 4, okay, etc. Donc ça, c'est l'inverse de cette permutation. Maintenant, comment on peut définir le produit de deux permutations? Le produit de deux permutations, ça veut dire j'ai fait une permutation et puis j'ai fait agir, okay, la permutation sur la nouvelle permutation sur l'ancienne permutation. Alors ici je vais considérer donc ces deux permutations P1 et P2. Donc P1 fois P2 consiste à faire agir P1 sur la permutation P2. Okay, donc ça c'est la permutation P2, ça c'est la permutation P1. Alors comment je vais calculer? Alors la permutation ici dans la permutation P2, donc j'ai mis l'élément qui était en cinquième position, je l'ai mis en première position. Donc le 5 devient en première position. La permutation P1 consiste à mettre donc l'élément qui est en première position, à le mettre en troisième position. Okay? Donc le produit des deux, ça veut dire je vais mettre ici cet élément-là en troisième position. Okay? Même chose ici pour le 4. Okay? Donc la permutation ici P2 consiste à mettre, okay, donc l'élément qui était en quatrième position de deuxième position. Cette permutation-là met l'élément qui était en deuxième position, elle le met en première position. Ça veut dire le 4, il va venir en première position, il va venir en première position ici. Okay? Ah, même chose pour le 3. Okay? Donc, le 3, il reste à sa place. Ici, le troisième élément, je l'ai mis en quatrième position. Donc, le 3, je vais le mettre en quatrième position. Et le 1 vient en cinquième position. Donc, le produit de P1 fois P2 me donne 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 5, 3. Okay? Maintenant, si je veux calculer P2 fois P1, alors c'est le même raisonnement, mais donc ça c'est, j'inverse, donc P1, P2, je fais le même raisonnement. Si je fais les calculs, je vais obtenir ici 5, 3, 1, 4, 2. Et vous pouvez vérifier. Donc, comme on peut voir, ces deux permutations sont différentes. Donc, en général, P1 fois P2 est différent de P2 fois P1. Le groupe de permutation de n objets n'est en général pas abélien. Excepté, par exemple, pour n égale 2, où là, bon, c'est un groupe abélien. Mais en général, ça n'est pas. Alors, maintenant, un type de groupe qui est très utile donc en physique et en spectroscopie, ce sont les groupes ponctuels de symétrie. Donc, ce sont des groupes dont les éléments sont des opérations de symétrie, par exemple des rotations, réflexions, inversions, rotations impropres. Okay? Donc, on va définir par la suite, dans le chapitre 4, les notions d'inversion et de rotation impropre, quand on verra en détail ces groupes ponctuels de symétrie. Okay? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont donc des groupes dont les éléments sont des opérations de symétrie. Okay? Tels que, au moins, un point est laissé invariant par ces opérations de symétrie. Donc, je vais donner ici un exemple. Par exemple, l'ensemble des éléments de symétrie du triangle équilatéral, okay, forme un groupe
ce groupe-là, en spectroscopie, on le note C3V. Alors, pourquoi C3? Parce que il contient des rotations de 2 pi sur 3. Okay. Donc, ce groupe-là va contenir 6 éléments de symétrie. Et donc, l'élément neutre, bien sûr, qui consiste à rien faire, ou une rotation de 2 pi. Donc, deux rotations de 2 pi sur 3 et de 4 pi sur 3 autour de l'axe, donc passant par le centre. Okay. Et 3 réflexions par rapport aux axes passant par chacun des sommets. Donc ces opérations laissent le triangle équilatéral invariant. Et ce sont des opérations de symétrie. Alors, même chose en 3D. Okay. Par exemple, pour la molécule de NH3, c'est le même groupe, mais ici, au lieu d'avoir donc des droites, des axes de symétrie, on va avoir des plans de symétrie. Okay. Donc, par exemple, pour la molécule NH3, ce sont les plans passant par chacune des atomes d'hydrogène. Okay. Et bien sûr, les deux rotations de 2 pi sur 3. En spectroscopie, une rotation de 2 pi sur 3, on la note C3. Et 4 pi sur 3, C3 au carré. On verra ça par la suite. Alors, une fois qu'on a défini les éléments d'un groupe, on peut tracer ce qu'on appelle la table de Cayley. Donc, cette table-là, qui est aussi appelée table de multiplication d'un groupe, va regrouper tous les résultats obtenus par la loi associative pour chaque couple d'éléments A et B. Donc, je vais placer sur la première ligne les éléments du groupe et sur la première colonne, en fait, les éléments du groupe. Et donc, à l'intersection de la deuxième ligne par la troisième colonne, par exemple, j'ai le produit A fois B. Alors, comme exemple, nous allons traiter la table de Cayley pour le groupe de symétrie du triangle équilatéral. Donc, ce groupe-là est composé de 6 éléments, comme je l'ai dit précédemment. Donc, l'élément neutre ou une rotation de 2 pi. La rotation de 2 pi sur 3, on va noter C3. Donc, si j'identifie chacun des sommets du triangle par un nombre, par exemple 1, 2, 3, faire une rotation de 2 pi sur 3 consiste donc, quand je tourne le triangle, le sommet donc 2 devient en 1, le sommet ici donc 1 devient en position 3 et le sommet donc 3 devient en position 2. Donc faire une rotation de C3 donc, est équivalent, donc ce signe-là c'est équivalent, c'est pas égal, bien sûr. Donc ça c'est une rotation de C3, ça c'est une permutation, à faire une permutation des sommets. Donc 1, 2, 3, 2, 3, 1. Okay. De même, une rotation de 4 pi sur 3, je vais noter C3 au carré. Ça consiste à faire 2 fois la rotation C3. Donc, à faire une rotation supplémentaire ici. Donc, le 3 va venir ici, le 2 va venir ici et le 1 ici. Okay. Donc, à la place du 1, j'ai le 3. À la place donc, du 3, j'ai le 2. Et à la place du 2, j'ai le 1. Okay. Donc, faire une rotation de 4 pi sur 3 est équivalent
à faire cette permutation-là. Alors de même, j'ai donc 3 réflexions. Une réflexion autour de l'axe, donc passant par le premier sommet. Donc cette réflexion consiste à échanger donc, les sommets 2 et 3. Donc à la place du 2, j'ai le 3, à la place du 3, j'ai le 2. La réflexion sigma 2, passant par le sommet 2, consiste à échanger donc, les sommets 1 et 3. De même, la réflexion sigma 3, qui consiste à échanger les sommets donc 1 et 2. Alors maintenant, je peux donc tracer la table de Cayley de ce groupe. Alors, je vais mettre les éléments du groupe ici sur cette colonne-là et sur cette ligne-là et donc effectuer toutes les opérations. Alors bien sûr, l'identité fois les éléments du groupe me donne les éléments du groupe lui-même. Non, C3 fois C3, ça me donne C3 carré. Et C3 fois C3 carré, donc ça fait une rotation de 2π. Donc 2π sur 3 plus 4π sur 3, ça me donne 2π. Donc ça me donne l'identité. Même chose pour C3 carré fois C3. Et C3 carré fois C3 carré, c'est une rotation de 8π sur 3. Donc 8π sur 3 moins 6π sur 3. Donc ça me donne 2π sur 3. Et donc c'est C3. Okay. Maintenant, si je veux calculer donc C3 fois sigma 1, donc je peux faire ça d'une manière géométrique. Okay. C3 fois sigma 1. Donc ça consiste à faire d'abord l'opération sigma 1, puis d'appliquer C3 sur cette opération sigma 1. Okay. Donc quand je fais l'opération sigma 1, je vais échanger donc les sommets 3 et 2. Et puis, donc je vais faire une opération C3. Donc je vais tourner le triangle. Okay. Donc ça, c'est sigma 2. Donc ça consiste à échanger juste les sommets 3 et 1. Donc C3 fois sigma 1 me donne sigma 2. Okay. Donc de même, je peux calculer, si je calcule sigma 1 fois C3 maintenant, j'obtiens sigma 3. Okay. Donc vous pouvez vérifier ça. Donc vous pouvez le vérifier en faisant le produit des permutations comme on l'a vu précédemment, ou le faire d'une manière géométrique. Alors, moi je conseille de le faire avec les permutations parce que ça permet de... c'est plus rapide. Et donc, je complète de cette manière-là toute la table. Okay. Donc, maintenant, comme vous pouvez remarquer, j'ai un seul élément par ligne et par colonne. Alors, pourquoi? Parce que, d'après le théorème de réarrangement, donc si je multiplie un élément par le groupe, je dois obtenir tous les éléments du groupe, mais dans un ordre différent. Donc, j'obtiens un seul élément par ligne et un seul élément par colonne, d'après le théorème de réarrangement.